pense que tu as un compte courant. Tous ceux qui nous suivent et qui ont un compte bancaire ont un compte courant. J'espère encore. Bon, peut-être. Et du coup, chaque mois, tu mets de l'argent dans ton compte courant. Par exemple, tu gagnes ton salaire, ça passe sur ton compte courant. Il faut savoir que la banque, en général, elle ne va pas laisser l'argent dans ton compte courant. Oui. Elle va utiliser cet argent pour placer dans l'économie, pour pouvoir faire... Pour prêter à d'autres personnes aussi. Pour prêter à d'autres personnes. Et quand je prends l'argent dans un compte A et que je donne au compte B, imagine-toi, Béranger, tu reviens, tu demandes ton argent à la banque et il n'y a pas. Il y a un risque. Elle ne peut pas te rembourser. Donc, la banque doit gérer ce qu'on appelle le risque de liquidité. Tout à fait. C'est-à-dire, quand une personne dépose, par exemple, 1 euro dans son compte bancaire, combien de temps cet argent va rester? Par exemple, on peut dire après un mois, il reste 80 centimes. C'est-à-dire que la banque peut faire des prêts à hauteur à ce montant, tu vois. Après un an, il reste peut-être 20 centimes. Donc, si on fait un prêt à horizon 1 an, on doit prêter 80 centimes parce qu'il va rester 20 centimes. Bref, tu vois, ça permet de piloter la banque. Et ça, pour faire ce type de modèle qu'on appelle les conventions d'écoulement, on a besoin des personnes qui ont des compétences en data science. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Si vous ne nous avez jamais vu jusque-là, je me demande où vous étiez. En tout cas, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner pour nous donner de la force. Ce podcast a été sponsorisé par Datacori, donc une boîte spécialisée en data IA et cybersécurité entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir celle qu'on ne présente plus. Un invité vraiment exceptionnel, en tout cas que nous admirons tous, et nous aurons le temps de la découvrir au travers de ces échanges. Donc sans plus tarder, bienvenue à toi Natacha, bonjour. Bonjour Béranger, merci pour l'invitation sur cette chaîne, ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience. Voilà. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling, je sens que on va s'éclater aujourd'hui et je sens que ça va être très intéressant. En tout cas, j'espère pour les auditeurs aussi que ce sera intéressant, cet échange. Voilà. J'espère aussi. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Natacha ou ses comptes LinkedIn, allez vous abonner, recherchez là et abonnez-vous. On va vous mettre, soit dans le test en bas là, un peu toutes les informations pour que vous puissiez vous abonner. Alors, donc, sans plus tarder, Natacha, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître? Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent pas, je pense, mais en quelques mots, moi, c'est déjà Natacha Ndjongwa Yebga. Sur le plan professionnel, j'ai 3 casquettes. Déjà, je suis consultante indépendante depuis l'année dernière. Je suis formatrice également. J'accompagne des personnes qui souhaitent monter en compétences en data science, data analyse, Python, statistiques et autres. Je suis enseignante notamment à l'ENSAI, qui est une école d'ingénieurs en statistique et data science ici en France. Et la 3e casquette, c'est créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn, YouTube et également sur TikTok depuis quelques temps. Ah ouais, sur TikTok aussi. Oui, parce que sur TikTok, il y a des personnes... En fait, une de mes missions aujourd'hui, c'est de rendre la donnée accessible, en fait, de créer la plus belle communauté data francophone. Parce que dans la francophonie, on en a pas. Donc, réellement, ça, c'est une de mes missions. Donc, voilà à peu près qui je suis et je viens du Cameroun. Ok, super tout ça. Tu as parlé de l'ENSAI tout à l'heure. Je pense que tu es passé par là pendant tes études aussi. Ouais, j'ai fait une école d'ingénieur, École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Ça, c'est ENSAI en 2019. Mais avant l'ENSAI, j'ai fait l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. C'est l'une des écoles d'ingénieurs de statistique du Cameroun. Donc voilà, ça fait déjà 5 ans. Donc tu as 2 diplômes d'ingénieur. Ouais, on peut dire ça. Ingénieur en Afrique, ingénieur en Europe. Là, t'es ingénieur au Cari. Bon, la blague, elle est un peu pourrie. Bon, qu'est-ce que, du coup, l'ICA, du coup, que je pense c'est au Cameroun. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu penses que tu as appris de cette expérience, de cette formation? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Tu as aussi le droit de dire rien. Rien, non, pas du tout. L'ICA. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, déjà, pourquoi je suis statisticienne? Pourquoi est-ce que j'ai fait l'ICA? À la base, moi, je rêvais de faire l'informatique. Je rêvais d'être ingénieur en informatique. Au Cameroun, il y a une école qu'on appelle Polytechnique. C'est vraiment l'école de référence. Quand tu veux être ingénieur, tu as fait un bac C, tu as un bon niveau, tu vas à Polytech. Donc, en terminale C, j'avais un très bon niveau. Au Cameroun, quand tu as une mention bien à mon époque, c'était excellent, c'était très bien. Donc, j'ai une mention bien au bac. Donc, je m'attendais, en fait, à réussir Polytech comme
toute personne qui a fait le bac C. Donc, je fais le concours de Polytech en 2012. Malheureusement, je ne l'ai pas. D'accord. Donc, mon rêve d'aller à Polytech, on va dire, s'effondre. J'ai une de mes amies qui s'appelle Bénédicte, avec qui on part aux classes scientifiques de l'école normale supérieure. C'est une école où on prépare dans les grands concours des écoles en Afrique, au Cameroun en l'occurrence. Elle me parle tout le temps de l'ICA, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas c'est quoi la statistique. Avant, je savais vraiment pas ce que c'était la statistique. Et là, de fur et à mesure, je me renseigne, je me rends compte que déjà, à l'ICA, on ne fait pas de physique. Donc moi, j'étais très bonne en mathématiques. J'étais très bonne en chimie, lorsque j'étais au lycée. Mais par contre, la physique, c'était la matière scientifique où j'avais la note la plus faible, en fait. Donc du coup, ce qui fait que je n'aimais pas trop la physique. À Polytechnique, on avait physique. Ici, il n'y a pas physique. Du coup, je me dis, ça fait déjà en sorte, c'est une école où je peux faire... C'est peut-être un signe, quoi. Exactement. Une école où je peux faire les stats. Je peux faire les mathématiques parce que c'est les mathématiques que j'aimais. J'aimais beaucoup l'informatique. Donc, il y avait cette relation avec l'informatique. Donc, à l'ICA, il y avait informatique, il y avait statistique, il y avait mathématiques. Je me dis, ok. Et il n'y avait pas physique. Il n'y avait pas physique. Du coup, peut-être on va faire l'ICA. Et en plus, un point que j'ai découvert, c'est qu'à l'ICA, tu es payé pour fréquenter. En gros, tu avais une bourse. Tu avais une bourse. En fait, ça c'est cool, ça. Quand tu es au Cameroun, en fait, en général, tu payes ta scolarité. Et en gros. Mais à l'ICA, non seulement tu ne payes pas la scolarité, en plus, tu as une bourse qu'on te donne chaque année pour pouvoir fréquenter. Ça. C'est tout bénef, quoi. ça a augmenté mon envie d'aller à l'ICA. J'ai fait le concours, je passe. Et ce que ça m'a apporté concrètement, l'ICA, c'est déjà comprendre le monde de la statistique, parce que c'est un monde que je comprenais pas du tout. Aussi, ça m'a permis de bien maîtriser les statistiques. Parce qu'à l'ICA, quand tu fais l'ICA pendant 4 ans, imagine-toi pendant 4 ans, chaque année, tu fais les stats descriptives, stats inférentielles, modélisation, série temporelle. Tu vois qu'après 4 années, tu finis par connaître, quoi. Voilà. Donc, l'ICA, ça m'a donné vraiment le socle, vraiment, je veux dire même les connaissances de base en stats. C'est à l'ICA que je l'ai appris, en fait. D'accord. Très intéressant. Et du coup, pourquoi tu décides de poursuivre avec l'ENSAI? T'avais déjà un bon socle. En quoi est-ce que l'ENSAI a été nécessaire et a été intéressante pour la suite de ta carrière? En fait, déjà, quand j'arrive à l'ICA en 2014 ou 2013, je sais même plus, 2014 je pense. J'arrive à l'ICA, je découvre qu'il y a l'ENSAI à Rennes, il y a l'ENSAE Paris-Tech, il y a le partenariat. Ce qui m'a attiré à l'ENSAI, c'est déjà le premier point, c'est que l'ENSAI, c'est une école qui allie à la fois statistique, ce que j'aime beaucoup, et informatique. Donc, c'est le combo des deux. Moi, j'étais trop rêvée par tout ce qui va être informatique. Et en plus, quand j'étais à l'ICA, j'ai fait 2 stages à African First Bank, à la direction des risques. Je commence à comprendre, en fait, l'intérêt des statistiques pour la gestion des risques. D'accord. Et je sais qu'à l'ENSAI, il y a la filière GDR, gestion des risques. Donc, pour moi, pour pouvoir avoir plus de connaissances, il fallait que j'aille à l'ENSAI. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre l'ENSAI en 2017. J'ai fait 2 ans. Et voilà, c'est ça, en fait, l'histoire. D'accord, donc tu as fait GDR à l'ENSAI. Oui, gestion des risques, oui. Ok. Donc, c'est tout naturel que tu travailles après dans les métiers de risque. Exactement, c'est ça. Ok, je comprends. Du coup, aujourd'hui, tu vois, quand moi je regarde un peu ton profil sur LinkedIn, je le trouve très intéressant. Parfois, je vois analyste quantitatif, parfois je vois data scientist. Je vois que parfois tu alternes entre les 2 rôles. Ouais. Est-ce que ces rôles, ils sont différents? Et je te pose ça comme première question. Et deuxième question, ça pourrait être, quels sont les métiers quantitatifs qu'on pourrait assimiler à de la data science, qu'on peut retrouver dans la banque ou dans la gestion de risque en particulier? Ok. En gros, là, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que, je parle souvent d'analyse quantitative, je parle de data scientist. Bon. Déjà, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir qu'attend-on par data scientist? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? En fait, data scientist, pour moi, il y a 2 choses, data et science. Je prends la définition de Casey Kosikov, qui a été Chief Decision Scientist chez Google. En fait, elle a dit une phrase qui, moi, me marque et que je donne à tous les entretiens que j'ai, c'est les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre la donnée utile. Aussi simple que ça. Et pour rendre ces données utiles, qu'est-ce que les data scientists utilisent? Ils vont utiliser, ou elles d'ailleurs, les mathématiques, les statistiques, la programmation, la communication, parce qu'il faut discuter avec les métiers, la compréhension du business. Donc moi, je crois beaucoup à la fusion entre business, data science, mathématiques. Moi, c'est le combo de tout. Et tout ça qui fait la data science, ok? Donc ça, c'est la data science. Ouais. Maintenant, analyse quantitative. Oui. Pour être analyse quantitative aujourd'hui, tu as besoin, si tu regardes les offres d'emploi, que ce soit dans toutes les banques, tu as besoin de connaître les statistiques, tu as besoin de connaître les mathématiques, tu
tu as besoin de savoir programmer en Python, en R, en SAS. Tu as besoin de comprendre le bon bancaire, le métier. Quand tu analyses quantitatif, tu partages tes modèles avec les métiers, avec la BCE, donc c'est la partie communication. Donc, dans ce que je t'ai décrit là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai décrit. Que la data science. Donc, pour moi, un analyste quantitatif, c'est une personne qui a les compétences de base en data science, mais en plus sur la partie métier, cette personne maîtrise la réglementation bancaire, maîtrise des problématiques spécifiques au risque de crédit. Donc, pour répondre simple, en fait, un analyste quantitatif, c'est une personne qui a les compétences data science, qui l'applique au secteur bancaire. Mais maintenant, tous les data scientists ne sont pas analystes quantitatifs, tu vois. Tu es data scientist et tu travailles, je sais pas, dans la pharmacie, ou la biostatistique, comme tu le montres actuellement sur ta chaîne. Il y a d'autres domaines, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Ok, ça veut dire que, en fait, enfin, on est presque pareil, c'est juste la dimension métier qui fait la différence. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres métiers quantitatifs parce que si on suit ta définition, il faut de la stat, il faut du business, il faut un peu d'informatique. Est-ce que il y a d'autres métiers dans ce sens-là que tu pourrais assimiler à la data science dans la direction des risques ou dans le monde bancaire en général? Ouais. Et c'est bien que je me pose cette question parce que beaucoup de personnes disent souvent que le marché de la data science est bouché. Et ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que le secteur bancaire, c'est l'un des secteurs où on a le plus besoin de data scientists. Parce qu'il y a tellement de métiers, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il y a tellement de métiers dans la banque. Je suis analyste quantitatif aujourd'hui. Moi, je travaille dans ce qu'on appelle la direction des risques de crédit. C'est quoi le risque de crédit? C'est toi, Béranger, tu viens auprès de la banque, tu souscris un crédit, un prêt immobilier, par exemple. Il faut que la banque analyse les chances que tu rembourses ce crédit-là à partir des caractéristiques, ton revenu, ton âge, ta situation matrimoniale. Toutes ces informations permettent d'avoir une probabilité. Et cette probabilité se fait par des modèles. C'est ce que moi je fais au quotidien, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de travail qu'on peut faire en tant que data scientist dans le secteur bancaire. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le risque de liquidité. Okay? D'accord. Je pense que tu as un compte courant. Tous ceux qui nous suivent et qui ont un compte bancaire ont un compte courant. J'espère encore. Bon, peut-être. Et du coup, chaque mois, tu mets de l'argent dans ton compte courant. Par exemple, tu gagnes ton salaire, ça passe sur ton compte courant. Mais il faut savoir que la banque, en général, elle va pas laisser l'argent de ton compte courant dans ton compte courant. En fait, elle va utiliser cet argent pour placer dans l'économie, pour pouvoir faire... Pour prêter à d'autres personnes aussi. Pour prêter à d'autres personnes. Et quand je prends l'argent dans un compte A et que je donne au compte B, imagine-toi, Béranger, tu reviens, tu demandes ton argent à la banque et il n'y a pas. Tu vois, il y a un risque, en fait, elle ne peut pas te rembourser. Donc, la banque doit gérer ce qu'on appelle le risque de liquidité. Tout à fait. C'est-à-dire, quand une personne dépose, par exemple, 1 euro dans son compte bancaire, combien de temps cet argent va rester? Par exemple, on peut dire après 1 mois, il reste 80 centimes. C'est-à-dire que la banque peut faire des prêts à hauteur à ce montant, tu vois. Après 1 an, il reste peut-être 20 centimes. Donc, si on fait un prêt à horizon 1 an, on doit prêter 80 centimes parce qu'il va rester 20 centimes. Bref, tu vois, ça permet de piloter la banque. Et ça, pour faire ce type de modèle qu'on appelle des conventions d'écoulement, on a besoin des personnes qui ont des compétences en data science. D'accord. Et est-ce que ce sont des modèles spéciaux ou tu vois des modèles de type régression, pas forcément linéaire, régression Là, typiquement, on utilise beaucoup de séries temporelles parce que le dépôt, ça évolue dans le temps, par exemple. Ça, c'est un exemple encore. Donc, il y a encore des problématiques encore purement marketing. Donc, la banque crée un nouveau produit, elle veut savoir quel client, ce qu'on appelle les scores d'appétence, tu vois. Tu peux travailler dans la banque, dans les directions précises, accompagner les banques à développer leur score d'appétence. Tout à fait. Tout ce qui va être quoi d'autre? J'ai parlé de probabilité de risque, ce que je fais. Donc, il y a le risque de marché aussi, il y a même comment on appelle ça? La lutte anti-blanchiment, la détection de la fraude. La fraude, ouais. Ça, c'est vraiment une application du machine learning de la data science qu'on a en banque. Tu vois qu'il y a tellement de métiers qu'on peut réaliser. Même la compliance. Ouais, aussi. Et au-delà même du métier où tu développes des modèles, il y a un métier en banque qu'on appelle la validation, les auditeurs. Les auditeurs, en général, sont les personnes qui récupèrent les travaux que moi je réalise, par exemple, et qui vérifient que c'est conforme d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue statistique. Pour pouvoir valider un travail d'un data scientist, il faut le comprendre aussi. Ouais. Voilà les métiers que vous pouvez faire en banque, en fait. Ah oui, mais c'est très riche.
J'avoue que c'est beaucoup plus, quand on regarde comme ça, on se dit, ouais, mais c'est complètement évident ce que tu disais. Ouais. C'est clair qu'il y a énormément de métiers. Je pense que peut-être ce qu'on fait, ou ce que peut-être, ceux qui nous suivent font peut-être, comme erreur, c'est de chercher les métiers étiquetés data scientist et de ne pas se dire qu'en fait, dans un autre contexte, peut-être que ça a un autre nom. Mhm. Tu vois, peut-être que c'est auditeur ou peut-être que c'est, je ne sais pas, analyse quantitatif. Voilà, tu vois. Ok, je comprends. Et sur ce point, il y a peut-être un truc que je vais dire qui va choquer certaines personnes. Pour moi, data scientist, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'il faut vraiment la compétence. Parce que pour Métier. la valeur, finalement, moi, je trouve beaucoup à l'intersection entre tes compétences. Tu as le socle de compétences. Je maîtrise le machine learning, je maîtrise Python et j'accompagne un métier. Et ce métier, je l'apprends au fur et à mesure, tu vois. C'est un peu, pour moi, être data scientist, c'est comme si je connaissais Excel. Maintenant, je vais utiliser Excel là pour faire autre chose avec. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je comprends très bien ce que tu veux Ouais. dire. C'est vrai que j'ai vu des data scientists avec où la dimension métier est plus importante Ouais. que d'autres types de data scientists. Tu vois, par exemple, en biostatistique, tout ça, c'est clair qu'il faut connaître Bon, le métier, tu vois. Il y en a beaucoup plus. C'est de métiers ça, là-bas. c'est ça. Et même en général, sur des trucs d'analyse Ouais, quantitative, c'est beaucoup de métiers. il faut connaître le métier, un peu d'ALM, tout ça, il faut connaître le métier. Cependant, tu vois, par exemple, quand tu fais de la data science appliquée à du marketing, par exemple, pour quelqu'un qui a ce niveau de compréhension de choses compliquées, parfois tu peux très vite saisir les problématiques. Tu vois, le marketing, tu arrives très vite à modéliser dans ta tête que c'est quelqu'un qui sont appétents. Voilà, tu vois, genre. Tu penses que c'est aussi facile que ça? Moi, je pense quand même que même en marketing, il faut aussi comprendre, pour être efficace en tout cas, pour Oui, aller plus loin. t'as pu pendant 5-6 ans étudier des mathématiques, tu vois, Ouais. genre. Enfin, je ne dénigre pas le métier du marketing, tu vois, mais généralement, si tu t'y intéresses, tu peux très vite comprendre en fait de quoi il mécanisme. s'agit. Et regarde par exemple, moi j'ai travaillé dans plusieurs industries différentes. Quand je fais le bilan, j'ai beaucoup plus travaillé dans de la banque aujourd'hui, mais j'ai travaillé dans de la cybersécurité, j'ai travaillé dans du marketing, tu vois, et j'ai fait de la data science. Arrivé à un moment donné, parfois, tu peux avoir plus la casquette machine learning engineer et du coup, tu tends plus à développer des modèles, les mettre en production, tu vois, et du coup, l'aspect métier, ça vient à des endroits ponctuels de ton travail, mais c'est pas enfin, tu peux faire 99,99% du travail, même si tu connais pas le métier, parce que, voilà, tu vois. Et donc, voilà, moi, j'ai fait des mathématiques appliquées à la finance, mais je ne sais pas te dire aujourd'hui si j'ai les mêmes connaissances réglementaires que toi. J'ai appris ça à l'école, tu vois, IFRS, BAL 2, BAL 3 ou un truc comme ça. Solvabilité 2, mais je ne sais pas te dire aujourd'hui. Ouais. Et là, en fait, même dans la banque, en fonction du métier, tu peux être plus ou moins réglementé. Moi, le métier que je fais aujourd'hui, il est très réglementé. Il y en a d'autres où il y a un peu moins de réglementation. Par exemple, ceux qui sont du côté marketing, ils ont un peu plus de marge de manœuvre, entre guillemets, parce que, entre guillemets, il y a moins de réglementation. C'est moins ça. strict, Donc, ils peuvent utiliser des modèles un peu plus sophistiqués. avancés. Voilà, c'est ça. En parlant de modèles. Ouais. Je vois la question. Vas-y. En parlant de modèles. Ma question, c'est, je vais la prendre dans l'autre sens, c'est, quelle est la facilité ou la difficulté des directions de risque à se séparer de la régression logistique? Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle se sépare de la régression logistique? Parce qu'il y a plein de modèles, tu vois, il y a par exemple les modèles de boosting, gradient boosting, par exemple IGBoost, CatBoost, tout ce qu'on connaît, l'IGBM. Est-ce que ça fait toujours mieux? Parce que j'ai fait un test en fait, parfois tu fais une régression logistique basique, tu as par exemple, il prend n'importe quoi, tu as un score à 80%, tu fais un boosting, tu as 82%. Est-ce que tu vas aller faire le boosting parce que c'est un nouveau modèle? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai mon point de vue par rapport à ça. C'est très arrêté. Okay, mais c'est vrai que c'est aussi très à l'état de l'art. Tu vois, par exemple, il y a des modèles qu'on appelle les EBM. Donc, Explanatory Boosting Machine. Ouais, je vois. Donc, c'est des modèles que Microsoft, enfin, c'est des vieux modèles qui ont été un peu remis au goût du jour et un peu d'innovation
de Microsoft qui te permettent d'avoir en fait des modèles aussi bons que du XGBoost, mais explicable by design. Tu vois, et donc ça veut dire que ça c'est limite plus explicable que ta régression logistique, parce que pour de la régression logistique généralement on a une explicabilité globale, tu vois, genre on parle de cette explicabilité globale pour essayer d'expliquer localement, mais en vrai c'est de l'explicabilité globale, alors que pour des modèles comme de l'EBM tu peux avoir vraiment une explicabilité locale, tu vois. Et donc pour moi aujourd'hui ça fait mieux que la régression logistique, tu vois. En fait, la question que j'ai posée, c'est surtout de savoir, imagine-toi, j'ai fait ton EBM là, et j'ai 82% d'accuracy. Oui. Je fais ma régression logistique, j'en ai 80. Oui. Les métiers, quand je n'ai pas discuté avec les métiers, je dis quand ça augmente de ceci, ils comprennent bien. Ça, tu peux le dire avec l'EBM aussi. Hein. Mais je veux dire, pour moi, c'est kiff-kiff en fait. Tu vois, EBM 82%, régression logistique 80%. Oui. Ouais, tu veux dire que l'écart ne justifie pas forcément. C'est ça. Ouais, mais pour moi, du coup, les deux sont valables. Tu vois, parce que voilà, c'est des alternatives complètement valables. Tu m'as dit en fait que c'est explicable. Ok, je te crois. Par design, hein. C'est pas juste explicable globalement, c'est par design, c'est explicable, tu vois. Pour répondre à ta question, à quel point les banques peuvent quitter de la régression logistique, parce qu'on utilise beaucoup la régression logistique. Pourquoi est-ce qu'on utilise la régression logistique? Parce que on est dans un secteur où lorsqu'on fait un modèle, on doit faire adhérer des métiers. Il faut qu'on explique vraiment quand je donne une probabilité de 80% de rembourser à telle personne, il faut que je sois capable de dire au métier pourquoi est-ce que j'ai ce 82%. C'est le premier point. Et en plus, il y a la réglementation qui nous dit vos modèles doivent être explicables. Donc, on fait déjà de base, même avant de penser au modèle challenger, on fait toujours une régression logistique parce que c'est le modèle le plus explicable en matière linéaire qu'on connaisse. Maintenant, de plus en plus les banques, ça c'est ce que j'ai fait justement quand je commençais à travailler à la Société Générale, en dehors de cette régression logistique, on fait toujours des challengers en fait. Donc, en termes de challenger, on peut faire random forest, on peut faire du boosting, on peut faire des modèles plus sophistiqués. Ça reste encore des modèles challenger pour voir à quel point la régression logistique qu'on a, est-ce que c'est trop écarté, je sais pas, de 82%, 80%, pour nous conforter en fait dans le choix. Et la réglementation, il y a pas mal de textes qui sortent justement, qui montrent comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans les modèles de risque de crédit. Donc, ce sont des discussions qui sont en cours, mais actuellement, on utilise ça comme modèle challenger, ou aussi dans le processus de sélection de variables. Lorsque tu commences dans ton modèle, tu as plusieurs variables. Tu peux faire par exemple une fois aléatoire, avec l'importance des variables, tu peux déjà savoir. Et après faire une régression logistique. Voilà. C'est terrible. Comment ça c'est terrible? Mais est-ce que du coup, cette histoire de régression logistique, est-ce que c'est pas parce que c'est les modèles, si je prends l'explicabilité, comme on avait dit avec les EBM, tu as de l'explicabilité, tu vois. Sachant que nous, pour plusieurs de nos clients, et d'ailleurs pour une grande banque, on a fait un modèle de scoring basé sur de l'EBM, tu vois, et ça passe, c'est en production, des millions. C'est un marketing, n'est-ce pas? Non. C'est vraiment, non. C'est du risque, et c'est vraiment en production. C'est dans quelle banque? Non, ça c'est, tu vois. Okay. C'est en production et des millions de sous sont passés avec ce modèle. Maintenant, moi je me demande, est-ce que c'est pas la régression logistique ne traduit pas peut-être un attachement du régulateur à ce type de modèle ou un certain conservationnisme, si je peux. Je ne dirais pas ça. En fait, je te dis, on fait des modèles challenger, tous les boostings, bagging, on fait des modèles challenger. Tu vois, ça depuis que j'en faisais aussi depuis 2017, 2018, tu vois. Mais là, on est en 2024, 6 ans plus tard. Tu vois, si on est toujours à challenger sans... Non, mais attends, mais c'est quoi moi, c'est quoi le problème avec une régression logistique à 80%? Non, on n'a pas de problème. C'est juste que dans le workflow aujourd'hui, qu'on utilise pour nos projets data science, on va se dire, si je veux un modèle explicable, je vais rester dans des familles de modèles explicables, par exemple, et je vais peut-être on est habitué à prendre 2-3 modèles et à en sélectionner que sur la performance, tu vois. Oui. Et du coup, il n'y a pas forcément ce biais-là de, forcément, je dois utiliser la régression logistique. Et donc, en fait, c'est que dans certains métiers, par exemple, on sait d'office que c'est la régression logistique. Le challenger, il peut avoir 96%, il n'ira jamais en production, tu vois. Ah, je ne serais pas aussi tranchante que ça. Okay. Mais le fait est que jusqu'aujourd'hui, les challengers que j'ai fait j'ai pas encore fait de BM, mais que ce soit Boosting, Adaboot et autres, Random Forest, on le fait.
la régression logistique avait des performances acceptables. Et au regard de ça, pour moi, je ne vois pas la justification de faire un autre modèle, en fait. Ouais. C'est vrai que moi, d'expérience, les challengers de scikit-learn, excusez-nous si vous nous voyez probable. Donc, c'est vrai que les challengers de scikit-learn, généralement, ne font pas mieux que la régression logistique. Il faut aller ailleurs. Ouais, par exemple, le package IGBoost, généralement, moi, je regarde l'ordre de magnitude est, enfin, beaucoup plus grand entre le IGBoost que tu sors. C'est pas le gradient boosting de scikit-learn, c'est vraiment le IGBoost, c'est plus optimisé encore, tu vois. Et aussi EBM qui est aussi un autre package, GBM, tout ça. En fait, tous ces modèles ont toujours battu la régression logistique dans plusieurs compétitions et même en entreprise en général sur des données tabulaires, tu vois. Ok. Bon, donc intéressant. Je pense qu'on va s'interniser sur ce sujet, mais on va en discuter plus tard. Dites-moi en commentaire vos avis sur le sujet. Est-ce qu'il faut absolument quitter de la régression logistique quand on a 80 et 82% pour EBM? Ouais, c'est une très bonne question. Du coup, comment est-ce que tu vas dans ta régression logistique, par exemple, comment est-ce que tu arrives à intégrer les régulations? Tu vois, on a parlé peut-être de BAL 2, BAL 3, ou je ne sais pas si ça s'applique là, oui, FRS, ou en fait, les régulations, qu'est-ce que bon, ici, ça va être la BCE parce qu'on est en Europe là, mais voilà, qu'est-ce que les banques centrales regardent vraiment, c'est quoi les métriques et comment tu arrives à les intégrer en fait dans ton modèle? Ok. Il faut savoir que la réglementation, ce n'est pas uniquement au niveau du modèle. Quand on construit un modèle, je pense que tu le sais très bien, il y a toutes les étapes en fait, de l'extraction de la donnée à la mise en production. La réglementation, c'est à tous les niveaux. Déjà, où la réglementation va intervenir, c'est déjà sûr. Comment est-ce qu'on définit la notion de défaut? À partir de quel moment on décide que Natacha, elle a un défaut? Donc, il y a des règles qu'il faut qu'on mette en place dans nos systèmes pour bien définir cette notion-là. D'accord. Ça, c'est un point réglementaire. Vous allez souvent voir, ceux qui sont curieux et curieuses, vous allez voir, on appelle nouvelle définition du défaut, NDOD en l'occurrence. Donc, on intègre la réglementation dans la définition des paramètres. Ok. Premier point. Deuxième point où la réglementation peut intervenir, c'est la réglementation va nous dire un truc que nous tous en statistique on connaît. C'est pour pouvoir faire un modèle, il faut assurer de la représentativité. Donc, quand on lit les textes, c'est ce qu'il nous dit en fait. Donc, on doit s'assurer de ça. Et même quand la BCE arrive, elle vérifie est-ce qu'on a vérifié la représentativité. Donc, ça, c'est un aspect réglementaire également qu'on peut avoir dans nos modèles. Au-delà de ça, la réglementation va également nous dire, par exemple, si on travaille sur, par exemple, la période, la downturn, en gros, période de ralentissement. Lorsqu'on fait un modèle, il faut qu'on prenne en compte ces périodes de ralentissement. Donc, on doit prendre en compte dans le modèle. La réglementation peut nous dire, lorsqu'on fait nos modèles, il faut calibrer ce qu'on appelle des marges de conservatisme. Donc, c'est quoi une marge? Par exemple, je dis que la probabilité de défaut sera de 50%. Non, 2%. Il faut que je dise que ce sera 2% plus ou moins. Je dis n'importe quoi, tu vois. Okay. Donc, rajouter ces marges-là. Donc, c'est comme ça que la réglementation intervient. D'accord. C'est pas tant sur la régression logistique. Okay. C'est plus déjà les variables que je choisis dans la régression logistique. La réglementation va me dire, il faut discuter avec les métiers. C'est un peu le bon sens. Ok. Pour construire ce modèle-là. D'accord. C'est tel, donc, tu vois, c'est ça. Donc, c'est des guidelines, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et regarde, faut pour s'assurer que le modèle, il est pertinent, il est cohérent, il est compréhensible. D'accord. Je pensais que, en fait, par exemple, quand la réglementation va dire, il faut provisionner à tel %, que peut-être que ça va se décrire d'une manière concrète dans la probabilité qu'on sort. Ça, c'est avancé, ça c'est plus loin, en fait. Quand on sort une probabilité, il faut rajouter des marges, il faut se rassurer. Il y a ce qu'on appelle le backtesting. En gros, j'ai fait un modèle, je me rassure que dans le temps, la PD que j'ai calibrée, la probabilité de défaut, est plus élevée que ce que j'ai observé. On appelle ça le conservatisme. Il y a ce type de notion qu'on doit vérifier dans la réglementation. D'accord. J'avoue que c'est très intéressant. Moi, avant, je pensais que c'était boring, tu vois, c'est pour ça que... boring, c'est relatif, tu vois. Ouais. Ça, c'est relatif. C'est parce que, tu vois, j'avais aussi ce biais informatique, là, que je voulais faire des modèles qui sont en production comme Google, tu vois. Ouais. Donc, j'avoue que c'est très, très intéressant, tout ça. Et, aujourd'hui, tu vois, quels sont, dans ton métier en direction des risques, quels sont les outils les plus utilisés pendant les phases de développement et voilà, comment est-ce qu'ils mettent les modèles en production dans ce
truc là, enfin dans le monde bancaire, c'est vrai que ça peut être aussi un peu opaque ou un peu distant. Tu vois, les métiers sont parfois spécialisés. Quelle vision tu as de ça? Okay. Déjà en termes d'outils, dans la plupart des banques que j'ai faites, le premier outil que vous allez souvent voir en banque, c'est SAS. Pourquoi SAS? Parce que ça nous permet d'extraire les données. Donc, à chaque fois qu'on travaille, première étape, extraction des données, on va extraire nos données avec SAS. Premier outil. Deuxième outil, ce sera R. Parce qu'on fait beaucoup de statistiques. Ah oui, toujours? Non, on va pas faire le débat. On va pas faire le débat R, Python. Ah, non, mais voilà, Est-ce qu'on peut pas faire une régression logistique en R? On peut. Voilà. Continuons. Du coup, on va travailler en R. Parce qu'on fait beaucoup de statistiques. Je t'ai parlé de marge de conservatisme. On fait ce qu'on appelle de l'inférence statistique. D'accord. Tout ce qui va être intervalle de confiance. Et il y a les packages en R qui le font. On utilise aussi Python de plus en plus. Donc voilà à peu près les outils sur le plan technique qu'on utilise en banque. Il y a une époque on parlait de data IQ, mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais bon, on reste comme ça. Ah, d'accord. Et aussi pour le versionning, de plus en plus, parce qu'on travaille avec les équipes d'audit, on va utiliser Git. Ah ouais? Par exemple, ouais. Ok. C'est avancé, hein, tu vois. Ouais, j'avoue. Tu vois, moi, dans le temps, quand j'étais sur de la data science dans une direction de recouvrement, c'est vrai que pour de la mise en production, mais là-bas, c'était même pire. C'était pas de la régression logistique, c'était des arbres de décision. Mais qu'est-ce que tu as un problème avec la régression logistique? Non, je comprends pas. Et donc, c'était des arbres de décision. Ouais. Et donc, ce qu'on sortait, c'était les règles. Ouais. Donc, les intervalles, tu vois, on compilait un ensemble de règles et on envoyait ces règles à une équipe qui les codait en COBOL dans un système Esper. Est-ce que toi, tu as une idée comme ça de la mise en production? Comment ça se fait? Est-ce que c'est modernisé par rapport à ce qu'on ferait pour d'autres types de modèles ou tu penses que c'est toujours... Moderniser, c'est relatif en fait. Donc, moderniser, déjà, pour moi, c'est un grand mot qui veut tout dire. Tout à fait. Parce qu'en fonction de la situation, un outil peut être plus adapté qu'un autre. Ouais. Donc, en termes de mise en production, comment ça se passe du moins pour mon métier en général? On développe des modèles, ça peut être sous R, ça peut être sous Python, le modèle est développé. Une fois que c'est développé, on va passer les règles de décision à une équipe spécialisée dans la mise en production de ces modèles-là. D'accord. Okay. Bon, à ce niveau-là, j'ai pas forcément connaissance des outils que cette équipe utilise, mais nous, on se rassure déjà que, ce qu'ils implémentent de leur côté, c'est cohérent avec ce que nous, on a développé. Yes. On se rassure qu'on a bien mis en place l'ensemble des tests qu'il faut pour que le modèle passe. Donc, voilà à peu près le processus de mise en production. D'accord. Voilà. Une question en aparté, c'est, je vois que tu es tu enseignes beaucoup sur le deep learning dernièrement. Alors, je me dis, donc finalement, le deep learning, c'est utile parce que tu sais, il y a par exemple, j'ai vu des posts où certains disaient éloignez-vous du deep learning, etc., etc. Toi, quel est ton avis, tu vois, parce que tu as quand même une vie bien remplie de data scientist, d'analyse quantitative. Qu'est-ce que tu viens faire encore avec du deep learning si dans la direction de risque, on ne l'applique pas? Là, ce sont mes challenges personnels. D'accord. Là, ce sont mes challenges personnels. J'ai envie de comprendre le deep learning. Alors, je fais un challenge pendant 30 jours où je partage mes apprentissages. D'accord. C'est pas parce que... du moins, moi, je ne suis plus débutante, je ne recherche plus un travail. Donc, à tous les débutants, je ne vais pas vous dire de commencer par le deep learning parce que clairement, quand tu vas être d'accord avec moi sur ce point-là, c'est pas toutes les entreprises qui utilisent le deep learning au quotidien. Tout à fait. Quand vous maîtrisez Python, vous maîtrisez R, vous maîtrisez les statistiques, vous maîtrisez les modèles de machine learning de base, vous avez déjà même 80% des emplois. Tout à fait. Mais dans le deep learning, moi, vraiment, c'est déjà pour montrer les possibilités que ces modèles offrent. Parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT et autres, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont capables de développer ce modèle. Et moi, mon objectif avec la chaîne YouTube Le Point Stable, c'est justement montrer la voie des possibles. Et pour montrer la voie des possibles, il faut aller sur des technologies que tout le monde parle. Oui. La raison pour laquelle je fais le deep learning, c'est pas pour faire le modèle de régression logistique en banque, non. C'est vraiment pour mon challenge personnel. D'accord. Non, j'avoue que c'est intéressant. C'est vrai que, tu vois, moi-même, j'ai beaucoup entendu le truc de deep learning. Ouais. Moi, en tant que junior, j'ai commencé directement. Je ne veux pas dire que j'ai commencé par le deep learning parce qu'à l'école, oui, mais à l'école, j'en ai fait quand même. On m'en a fait à l'école. Mais, tu vois, on m'a jamais, tu vois, à l'école, j'ai fait autant de machine learning, voilà, que du deep learning. Donc, la classification d'images, la classification de séquences. Ouais.
Tu vois, donc après, c'est vrai que j'ai continué à creuser ce côté-là tout seul. Et moi, tu vois, genre, ça m'a pas desservi. Genre, j'ai presque utilisé ça tout le temps. Ok. Et donc, tu vois, c'est vrai que quand j'entends le discours, faut pas forcément. Je me dis que ça dépend du métier au final, et que en Europe, c'est vrai que peut-être sous d'autres continents, ça peut être un peu plus compliqué d'utiliser du deep learning. Mais en Europe, on a de la chance d'avoir des startups, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant de l'apprendre. Tu vois, c'est important que tu dises ça parce que moi, en général, les discours qui vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ça. En fait, ça dépend de ce que vous voulez à la fin. Parce que moi, je fais le deep learning parce que je veux. Oui. Je suis consciente, en fait, des réalités. Si, par exemple, un jour, j'ai envie de travailler pour une entreprise qui fait du deep learning, je vais me donner les moyens pour travailler dans cette entreprise. Donc, n'écoutez jamais les discours des personnes qui vous disent ne faites jamais ça, ne faites pas ça, parce que rien n'est absolu. Et c'est contextuel, quoi. Et ça dépend du contexte, ça dépend de vous, votre profil, vos besoins. Aujourd'hui, j'en fais parce que j'en ai envie. Moi, je suis consciente. Peut-être un jour, c'est pas le cas, mais un jour, je vais avoir envie de travailler dans une entreprise qui fait du deep learning. Je vais me donner les moyens pour le faire. Donc, n'écoutez pas, même moi, ne m'écoutez pas. Écoutez avec beaucoup de pincettes parce que tout le monde parle en fonction déjà de son vécu. Peut-être dans son vécu, c'était correct, c'était bien. Peut-être c'était sa difficulté. Donc, prenez à beaucoup de pincettes dans tout ce que vous suivez sur Internet parce que ce n'est pas la vérité absolue. Mais une chose à suivre, c'est que la data science, c'est vaste, c'est porteur. Et voilà. C'est ça. Et aussi, pour la passion, pour moi, je me dis, tu vois, genre, parfois, je peux faire un truc, pas forcément parce que je veux un boulot. Voilà, c'est ça. Tu vois? C'est ce que j'ai fait. C'est ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que je peux voir que, les jeunes, je sais pas si c'est la passion, si la passion les fait sauter directement dans le deep learning ou si c'est le manque de passion. Tu vois, par exemple, moi, j'en ai quelques-uns, tu vois, qui ont commencé tout de suite par les trucs compliqués. Et moi, mon challenge maintenant, c'est aller apprendre aussi les basiques, tu vois. Genre, donc, moi, je pense qu'il faut essayer de maîtriser toute la chaîne. D'autres, maintenant, vous diront, ouais, pas besoin de maîtriser toute la chaîne. Mais moi, je me dis, ouais, la passion. Tu vois, genre, si tu aimes ton métier, tu vois, par exemple, moi, c'est un truc que je ferais, même si je ne gagne pas de l'argent dedans, tu vois. Je suis capable de changer de métier et de continuer à faire de la data science, du deep learning. Ça peut être, ça peut ne pas être forcément du deep learning, mais tant que c'est de la data science, etc., tu vois. Donc, moi, j'encourage aussi beaucoup, il faut chercher un boulot, certes, mais parfois pour être très bon dans ton truc, il faut essayer d'aimer vraiment, de voir si tu es dans un domaine que tu aimes. Et si tu aimes, lâche-toi. Tant que tu as une culture générale intéressante, c'est bon. Et aussi, il y a un point que je vais mettre en avant aussi, Béranger, c'est que en général, on oublie un point essentiel. Pour avoir un travail, pour moi, l'équation est simple. Vous apportez de la valeur à l'entreprise. Il faut juste que vous soyez conscient de la valeur que vous apportez. Et une fois que vous êtes conscient de ça, vous faites tout pour, si vous avez des passions, deep learning, machine learning, toutes les entreprises ne font pas ça. Si vous acceptez, moi aujourd'hui j'ai accepté de ne pas faire de deep learning au quotidien. Ça c'est moi, Natacha, mais peut-être vous voulez absolument apporter de la valeur avec le deep learning. Recherchez les entreprises qui font ça. Parce que si vous partez d'une entreprise qui n'a pas besoin de deep learning, vous serez déçu. Et frustré, ouais. Voilà, donc il faut vraiment être conscient. Moi, je pense que la règle de base, c'est quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, on doit être conscient des besoins de l'entreprise. Parce qu'à la fin de la journée, tu es entrepreneur aujourd'hui, il faut faire du chiffre d'affaires. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de deep learning. C'est un fait. Donc, vous apportez de la valeur à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et moi, c'est plus cette équation de valeur que je vais maximiser pour mon entreprise. Après, deep learning, si ça aide l'entreprise, tant mieux. Comme ça, j'aime, l'entreprise aime, tout le monde est content, tu vois. Oui. Alors, dans les métiers, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as parlé de la représentativité, etc. Ça touche un peu des questions d'éthique. Comment est-ce que l'éthique est intégrée, par exemple, dans les directions de risque aujourd'hui et dans les modélisations? Quand tu parles d'éthique, tu parles de quoi concrètement? Par exemple, on va pas vouloir faire un modèle qui nuit à l'homme ou tu vois, genre il peut y avoir plein de trucs. Ça peut parler de la représentativité, ça peut parler, tu vois, donc des biais en général, tu vois. Je racontais l'histoire où une entreprise ici ça s'appelait comment, iCompass ou en tout cas une entreprise qui fait un logiciel pour aider à accompagner les personnes qui sont détenues. Tu vois, les détenus, on leur apporte en fonction du risque de récidive, on leur apporte un accompagnement
pour éviter qu'il ne récidive, tu vois. Et du coup, dans les modèles, il n'y avait pas la race. Mais quand ils ont tout fait, ils ont fini, ils se sont rendus compte que il y avait que la race, que c'est fortement corrélé à la race, tu vois. Bon, ça c'est la base en fait déjà en banque. Il y a le RGPD. Je pense que toutes les entreprises européennes sont soumises à cela. Ne pas utiliser les données personnelles dans les modèles, ne pas mettre des informations à caractère personnel. Même nous, quand on fait les modèles, les données sont anonymisées pour justement respecter cette confidentialité-là. On fait le maximum pour respecter cela. Tout à fait. Maintenant, on va aller un peu en eau profonde. Okay. Alors, tu vois, parfois je me dis, le cas il peut être un peu subtil. Imagine, je vais prendre, c'est pas la France, je suppose. Donc, imagine que, par exemple, on parte aux États-Unis. Imagine que socialement, les populations d'une certaine couleur de peau ont un score de crédit beaucoup plus bas et des populations d'une certaine autre couleur de peau ont un score de crédit plus haut. Oui. Parce que peut-être ils ont fait les bonnes écoles, tu vois. Du coup, quand tu vas mettre tu vas même regarder le quartier, tu vois. Donc, comment est-ce que, du coup, ça c'est un vrai biais dans la société. Est-ce que c'est même un biais? C'est une réalité malheureuse de la société, tu vois. Est-ce que dans les modèles, dans les directions de risque, par exemple, on introduit des contre-biais positifs, tu vois, on essaye de sampler équitablement ou je ne sais pas, on essaye d'éliminer peut-être le quartier ou comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire ces biais? Bon, est-ce que ces biais, on veut les reproduire ou pas et comment on fait pour ne pas les reproduire? Clairement, il ne faut pas reproduire ce biais-là parce que, par exemple, si tu fais un modèle et tu mets le quartier, on sait que dans les quartiers, en général, c'est pas toujours mixte. Donc, forcément, il y aura un certain profil qui va se vivre dans ce quartier-là. Donc, pour contourner ça, parce que les indicateurs, quel que soit le monde, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, les indicateurs de pauvreté sont les mêmes, en fait. Peut-être des personnes n'ont pas étudié. Tu prends au niveau d'éducation, je pense que c'est une variable qui contourne ça. Tu peux prendre quoi, le niveau de revenu aussi. Bref, il y a d'autres facteurs qui expliquent le niveau de richesse qui est indépendant du quartier. Parce que quelle que soit la couleur de peau, les facteurs de pauvreté sont les mêmes. Les mêmes, ouais. Donc, tu vois, tu prends juste des facteurs qui sont différents de cela, en fait. Yes. C'est vrai que c'est complètement pertinent ce que tu dis. C'est aussi malheureux que, tu vois, nous en data science en général, où, tu vois, on aime foutre tout et n'importe quoi. Si on peut mettre combien de voitures sont passées dans la rue, tu vois, devant chez toi. Et justement, c'est pour ça que moi je mets toujours en avant le facteur métier. Ouais. Parce que tu vas mettre le nombre de voitures, tu vas mettre des variables, tu vas mettre le quartier. Mais derrière le quartier, il y a une histoire en fait qu'il faut raconter. C'est cette histoire-là qu'il faut mettre en avant. Ouais. Mais tu vois, j'ai oublié son nom. C'est, je pense, c'était un mathématicien qui est devenu trader. Il a ouvert un hedge fund et il ne prenait que des profils académiques, scientifiques pour venir travailler pour lui. Je pense que son fonds a fait le plus de records en termes de rentabilité dans toute l'histoire, tu vois, devant celui de Warren Buffett. Et si tu vois les variables qu'ils utilisent, c'est des trucs genre vraiment très improbables. Genre, ils peuvent mettre un cycle lunaire, tu vois, franchement, tu vois. Et donc, on rêve tous un peu de ça, tu vois, faire ce modèle qui prend, combien de mouches volent, combien de bars il y a, tu vois, et voilà, un peu d'images satellites et qui te permet de prédire correctement le crédit. Et donc, c'est peut-être ça, qui fait que, est-ce que du coup, toi, tu penses que ça s'oppose au métier? Est-ce que tu penses pas qu'avec le métier, on risque de partir peut-être que sur des variables qui ne permettent pas d'avoir une probabilité très élevée de défaut ou pas? En fait, de base, une clé en banque, c'est que lorsqu'on construit le modèle, on doit discuter avec les métiers. Parce que ce sont les métiers qui ont l'expertise nécessaire. Tu vois, toi, tu veux mettre le nombre d'oiseaux qui volent dans ton modèle. Peut-être, on va trouver que la probabilité est élevée. Mais attention, on dit souvent que causalité n'est pas corrélation, entre guillemets. Donc, il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables qui expliquent, en fait, cette corrélation-là et ces variables-là que tu dois, ce qu'on appelle les facteurs confondants. Donc, les métiers, c'est très important en général. Très, très. En tout cas, moi, je crois beaucoup à la discussion entre les deux. Parce que c'est avec les deux qu'on arrive à produire un produit qui est utile pour l'entreprise. Tout à fait. C'est rempli de sagesse, ça. Et quelle est l'utilisation de l'IA générative que toi tu vois dans les milieux bancaires ou dans les directions de risque en particulier?
L'IA générative, aujourd'hui, dans mon métier, on n'en utilise pas. Il y a pas mal de use cases qu'on met en place en banque. Par exemple, un cas que j'ai présenté justement à mon client récemment, c'était de montrer, tu sais que je t'ai dit qu'on est très réglementaire. C'était prendre les textes de la BCE, tout ce qui va être, mettre en place ce que j'ai appelé Quant GPT. En gros, c'est un outil où tu vas poser une question, il va te donner le texte réglementaire associé. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on discute avec les métiers, on discute avec les équipes qui auditent nos modèles, on a souvent besoin de faire des références à la réglementation. Imagine, tu es à la réunion, tu ne connais plus. Tu as un petit trou. Tu demandes à ton compte GPT, donne-moi le test réglementaire qui parle de la downturn, c'est très technique, notamment le ralentissement économique. Il te sort la réponse automatiquement. Voilà un use case que moi je vois, qu'on peut utiliser au quotidien. Et moi, l'IA générative, je vois plus, j'avais fait un challenge justement parce que je voulais comprendre les transformers, les LLM, comment ça marche. Et moi, je vois ça plus comme quelque chose qui va m'accompagner. Aujourd'hui, moi, j'utilise pourquoi? Pour avoir un code rapide. Parce que les codes, il y a beaucoup de... C'est ce qu'on fait depuis, en fait. Tu vas sur Stack Overflow, tu reprends un code, tu comprends, tu améliores. l'IA générative te permet de faire ce processus plus rapidement. J'utilise encore ça pourquoi? Pour commenter mes codes. Tu sais, parfois, on veut livrer les codes aux entités auditrices. C'est parfois, on n'a pas le temps, en fait, de bien les commenter. Tu fais une première passe avec l'IA générative, tu as ton code commenté, tu regardes. Je dis toujours tu regardes parce que c'est important. Je ne dis pas la vérité, en fait. Si des notions que je ne comprends pas, parce que c'est très métier, il faut comprendre, c'est même quoi, les LBO, je sais pas ce que c'est, je demande à l'IA générative, qu'est-ce que c'est, tu vois. C'est un peu comme un assistant que j'ai, qui m'accompagne dans mon métier. Et même les premières analyses, si, justement, on contrôle justement cet aspect où ça prend les données, il faut faire attention à ça. Si on contrôle cet aspect-là, on pourra avoir justement des outils qui nous permettent d'avoir des analyses rapidement, tu vois. Et même en banque, un cas d'usage que je vois, qu'on n'a pas encore implémenté, on fait beaucoup ce qu'on appelle le backtesting. C'est une revue annuelle de nos modèles. Chaque fois, il faut revoir est-ce que le modèle est performant. Il y a une documentation bien normalisée qu'on doit envoyer à la BCE. Moi, j'imagine une situation où je vais donner ma base de données à l'IPTDA. La base de données va mettre en place tous les indicateurs statistiques. En plus, ça va commenter. Ça donne déjà les documents Word. Tu vois, j'ai mon document Word que je vais relire, vérifier que tout est cohérent et puis j'envoie à la BCE. Yes. Moi, je pense que clairement, ça a une du coup, c'est des modèles génératifs internes, tu vois. Internes, oui. Vraiment, pas ceux publics pour ne pas prendre... la donnée, Et même si c'est ceux publics, s'assurer que les données sont anonymisées, comme tu l'as fait. Et voilà, s'assurer de protéger la vie publique. C'est ça. La vie privée. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? Parce que quand on regarde ton profil, tu as quand même fait de belles boîtes. Ouais. Tu vois, tu as fait de belles boîtes et voilà. Qu'est-ce qui pousse à l'entrepreneuriat? Je vais être un peu provocateur. Est-ce que voilà, pourquoi t'es passé de l'autre côté? C'était pour faire plus d'argent ou voilà, c'était vraiment un déclic? Après, ça peut être plus la motivation, ça peut être pour faire plus d'argent, tu vois. Ouais. On s'en fout Moi, au déjà, final. je n'ai jamais été gravée par l'argent. L'argent, j'aime l'argent. D'ailleurs, je travaille en banque. Mais ça n'a jamais été mon driver, d'ailleurs. Parce que moi, je pense que quand tu es compote, c'est l'argent qui vient à toi. Ça, c'est le mindset que j'ai. C'est que tu vas faire des belles choses. Naturellement, l'argent va te suivre. Donc, je n'ai jamais été gravée systématiquement par l'argent. Donc, si je bascule vers l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un concours des circonstances. En fait. Je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneuse. Pour tout te dire, à la base, moi, j'ai fait de belles écoles, j'ai fait de belles boîtes. Je voulais être manager, je voulais évoluer dans la hiérarchie. Je suis très ambitieuse. C'était ça mon objectif, en fait. Mais de fil en aiguille, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le sujet d'ailleurs. Comment dire ça? De fil en aiguille, j'ai découvert en fait le freelancing. J'ai fait un point. En fait, disons que je ne me retrouvais pas forcément dans le monde de l'entreprise tel que c'était. Et j'avais besoin, j'aime beaucoup les challenges. Tous les jours, je fais les challenges, 30 jours de deep learning. J'aime être réactive, j'aime être active. J'aime énormément ça. Et j'aime également être très autonome dans ce que je fais. Et je suis trop gravée par l'impact que j'ai autour de moi. Ça, c'est quelque chose qui a un impact fort. C'est quelque chose qui me grave. On peut le remarquer avec les formations que tu donnes et ton mentorat que tu as au quotidien d'ailleurs. Ça, tu vois, quand j'enseigne, moi, je trouve que c'est génial en fait. Quand je partage sur YouTube, vraiment ça, c'est une mission que je me suis donnée, faire une belle communauté data sur ces sujets-là. Donc, de fil en aiguille, je me rends compte que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ça, c'était clairement ça. Et il y a un de mes aînés académiques, il s'appelle Guy Paulin. Un jour, il a fait une session avec nous parce que lui, il a créé une boîte. J'ai oublié le nom de sa boîte de conseil. Il a créé une boîte qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Justement, il nous présentait le salariat, le freelancing, l'entrepreneuriat, l'investissement. Bref, il nous a présenté ce monde. Je me suis dit, pourquoi pas? Allez-y, il va tester de toute façon.
Tu veux n'as pas être rien à salarié, perdre, ouais. tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas dans quelle entreprise tu veux travailler. Je voulais travailler sur Google, finalement, je n'ai plus envie de travailler sur Google. Bref, tu ne sais plus ce que tu veux. Et là, je me dis, ok, mets-toi à ton propre compte, comme ça, le temps de réfléchir dans quelle entreprise tu as envie de travailler. Et finalement, je me rends compte qu'être à mon propre compte, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, en fait, parce que je me rends compte que je peux donner plus de sens à mon quotidien, en fait. Faire des vidéos, accompagner mes clients, apporter de la valeur, ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat. Bien sûr, je me rends compte que quand on est entrepreneur, on peut avoir c'est le ciel à la limite, en fait, en termes de revenus. Donc, voilà. Mais comment tu le vis aujourd'hui? Parce que avant tu voulais être monté dans la hiérarchie. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es déjà au niveau de la hiérarchie, tu vois, genre. Tu vois? Bah non, il n'y a pas de hiérarchie au-dessus de toi, tu vois. Et donc, comment tu le vis? Est-ce que ça te déboussole pas un peu? Est-ce que moi, j'adore. Ah, ok. J'aime être autonome. Je peux dire, peut-être le fait d'avoir la hiérarchie qui faisait en sorte que je démissionnais. Non, mais moi, j'aime être autonome. J'aime, en fait, prendre des risques. C'est ce que j'aime, en fait. Et finalement, je me rends compte que ça, c'est quelque chose, en fait, tu vois, depuis 1 an, je me suis jamais demandé, Béranger, est-ce que j'ai envie d'abandonner? Alors lorsque je suis en CDI, après combien de temps je vais démissionner? Là, je vis ma vie tous les jours, c'est juste de progrès. Tous les jours, il y a tel projet qu'il faut développer. On fonce 100%. Il y a tel autre projet. Il y a plus de quand est-ce que je vais m'arrêter. Il y a juste même pas comment. Il y a juste, j'évolue, en fait. Ouais. Je sais pas si tu as le même sentiment. Non, en fait, moi, je vois, bon, c'est vrai que moi, mon sentiment, il est autre. Mais je vois vraiment que tu t'épanouis, en tout cas, de ce qu'on voit au loin. C'est que tu aimes vraiment ce que tu fais, que tu t'épanouis, bien, en tout cas, je préfère être comme ça, être à mon compte, et puis, développer mes projets en parallèle. C'est ça qui me drive, en fait. D'accord, très, très intéressant. Moi, je le vis, autrement. Comment tu le vis, d'ailleurs? Oui, parce que, en fait, quand j'étais que freelance, ça allait, tu vois, parce que ça allait? Oui, ça allait parce que je faisais rentrer des sous et je pouvais financer différentes choses, tu vois. Par exemple, on a commencé les podcasts, donc je pouvais avoir du matériel de très haute qualité, tout ça. Et donc, tu vois, avant, je n'avais personne pour financer mes projets. Et j'essayais de faire du love money ou du crowdfunding auprès des personnes de mon réseau que je connais, tout ça. Mais, tu vois, lâcher les 10 000 euros, c'est pas forcément facile, pour tout le monde, ce que je peux comprendre. Et donc, tout ça, il y avait un genre de frustration. Surtout que je rentrais pas dans les codes pour pouvoir lever sur PowerPoint, 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros, tu vois. Donc, ça fait que, en ayant commencé le freelancing, j'avais des moyens pour financer. Moi, je ne me payais pas de salaire, tu vois. Genre, je ne me paye toujours pas de salaire, tu vois. Et donc, j'avais quand même les moyens de financer parce que je réinjectais tout dans la croissance de la boîte. Je pense que je suis à ton niveau en ce moment. Tu vois. Je réinjecte tout dans la croissance. C'est ça. Oui. Et donc, au final, aujourd'hui, moi, je me rends compte que là, je réinjecte tout dans la croissance, mais en plus de cela, j'ai la partie administrative. C'était moi seul avant. Sauf que on est presque 10 là. Ok. Et donc, il faut gérer en 2 pays, tu vois. Tu vois, il faut revenir lire le courrier en France, il faut repartir, tu vois, en Afrique, etc. En plus, on pense à ouvrir et là, tu as des d'autres pays. Non, j'ai un associé que je salue s'il nous voit, coucou Issa, du coup qui s'occupe, il est partenaire sur la partie cybersécurité. Et moi, je chapeaute la partie data et IA. Mais tu vois, genre, franchement, c'était galère. C'est toujours galère, tu vois. Parfois, tu peux te retrouver à ne pas faire ton premier boulot. Et du coup, tu fais plus... voilà. L'administratif, ok. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que, justement, en étant passé en CDI, tout ça, j'ai appris à faire ce que je n'aimais pas faire. Tu vois, donc... C'est pas que tu n'investes. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu n'aimes pas faire? Oui, en entrepreneuriat que tu fais plus ce que tu n'aimes pas faire. Aussi en CDI parce que, j'étais pas drivé par l'argent. J'ai fait de belles boîtes, j'étais pas drivé par ça. Je me suis rendu compte que c'était juste pour valider que mon intérêt était ailleurs. Ah, ok. Tu vois? Donc, pendant le temps que je le faisais, j'aimais mon boulot, mais j'aimais pas forcément... J'aimais pas être
j'aimais être libre, en fait, libre de choisir la direction, voilà, dans laquelle je vais partir professionnellement, intellectuellement, etc. Or, tu n'as pas toujours cette liberté. En entreprise, ouais. Je pense que le stade dans lequel je suis aujourd'hui, c'est un peu le stade dans lequel tu étais quand tu étais freelance. Donc, je suis toute seule. Je suis pas vraiment toute seule. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi. Il y a mon assistante que j'adore, qui m'accompagne justement dans toutes ces tâches administratives. Et j'ai une personne qui m'accompagne dans tout le montage vidéo. Et tout ce que je gagne aujourd'hui, c'est pour réinvestir, faire croître l'entreprise. Et peut-être le jour où j'aurai 10 employés, je vais te voir les galères. Tu vois. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup cette situation. Et moi aussi, ce que moi j'aime beaucoup, c'est justement le fait de grandir avec des personnes. Tu vois, j'aime beaucoup accompagner. J'aime beaucoup. J'avoue. Et c'est ça que là, quand tu es entrepreneuse, mais c'est pas si en interne, peut-être aussi. Mais bon. Ouais. Ok, moi aussi, tu vois, c'est franchement, je pense qu'aujourd'hui, ce dont je me rémunère, c'est l'impact. Ouais. Parce que sur nos jeunes, on les accompagne beaucoup à la formation, tu vois, on investit dans les certifications, etc. Franchement, quand je vois qu'on investit dans un jeune et que il décroche sa certification avec brio, etc., ou il passe juste en mission et puis il arrive à appliquer ce qu'il a étudié à l'école chez un client, moi, c'est de ça que je me nourris aujourd'hui, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment intéressant cet impact-là. Et un point aussi, pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que je suis autant active et autant acharnée, parce que vraiment, c'est une vraie mission pour moi. Moi, je viens du Cameroun. Si tu regardes bien sur Internet, les influenceuses camerounaises, en général, elles font ce qu'on appelle l'onglerie. Ouais, tout à fait. En fait, quand tu es une femme, il faut qu'on te rappelle, tu dois apprendre à coiffer, tu dois apprendre à maquiller, tu dois apprendre à faire les ongles. Et pourtant, on est au 21e siècle. Les femmes peuvent faire la tech. C'est ça. Et sur mes réseaux, je suis surprise, il y a 80% des personnes qui me suivent, ce sont des hommes, et seulement 20% sont des femmes. Et j'aimerais bien que ce pourcentage augmente en faveur des femmes. J'avoue, franchement, c'est le même constat. On aimerait voir plus de femmes encourager, en tout cas la gente féminine, à se lancer. Franchement, elles ont tout pour, tu vois, la preuve. Elles ont tout pour, mais il y a encore des mécanismes sociétals qui font en sorte qu'elles n'y arrivent pas. Je pense qu'il faut qu'on brise beaucoup de barrières dans la société, parce que la société qui fait en sorte qu'on est dans cette situation où les femmes sont encore souvent dans les métiers onglerie, coiffure. Même quand les femmes se retrouvent pour discuter, c'est toujours parler des sujets, comment vont les enfants, est-ce que tu as bien cuisiné. Alors que toi, tu veux te dire, comment elle décolle la fusée. Alors quand les hommes se rencontrent, ce sera toujours des sujets sur l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est toujours le pouvoir, comment j'évolue. Je veux qu'aujourd'hui, les femmes prennent aussi leur place sur la table pour parler des sujets tech. On peut parler d'IA, on peut créer l'IA générative, on peut créer ChatGPT. Et c'est pour ça que je fais ce challenge, en fait. Tout à fait. Très, très intéressant. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais quand même te poser une question. Si tu étais un outil data science ou, on va dire un algo data science, lequel serais-tu? Je serais aucun, hein, parce que je n'ai pas d'attachement particulier avec des algos. Je ne vois pas. Et en termes d'outils? Même en termes d'outils, moi je me définis pas l'outil, moi je me définis pas, du moins ce qui m'intéresse en général c'est ce que je suis capable, la valeur que je suis capable d'apporter à mes clients. Ça c'est vraiment la clé. J'ai pas un outil, parce que dans tout ce que je fais au quotidien, l'outil pour moi c'est vraiment l'outil, c'est comme j'utilise le couteau pour couper, je peux utiliser autre chose. Ouais, c'est vrai, mais voilà la question plus dans le sens, quand tu regardes les utilités des outils, pas l'outil, vouloir être un outil en soi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il voudrait être Docker. Et quand tu regardes un peu, Docker est très utilisé dans plusieurs trucs là. Ouais. Tu vois, ça traduit un peu une envie d'influence, une envie d'utilité publique, tu vois. Oh, je vois. Dans ce sens-là, pour l'instant, j'ai pas réfléchi à la question, mais j'ai pas d'outil en particulier à mettre en avant, ni de modèle d'ailleurs. D'accord. S'il fallait choisir un, j'allais dire la régression de cycle parce que c'est très utilisé. Mais c'est très utile, c'est interprétable et ça permet d'évoluer. Tu vois, en plus ça apporte de la valeur, c'est pragmatique. Exactement. Ouais. En tout cas, si vous pouvez nous dire dans les commentaires quel outil vous serez, n'hésitez pas. Si vous étiez un outil data science ou un algorithme, lequel seriez-vous? Et quel conseil, on va finir sur cette question, quel conseil tu donnerais à un jeune, par exemple, qui veut apprendre la data science et qui voudrait suivre un parcours similaire au tien? Ouais. Déjà, une jeune personne, en général, moi je dirais, il faut travailler, les amis. On croit toujours au succès rapide. Sur Internet, tout le monde va vous dire, j'ai eu 1 million d'euros en 2 jours. Dropshipping. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Peut-être c'est vrai pour eux, mais sauf que vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne savez pas quelle facilité ces personnes ont eu. Moi, je crois beaucoup à la force du travail. Travail intelligent, bien sûr. Donc,
donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Si vous êtes jeune, malheureusement, la société est encore comme ça. Faites tout pour entrer dans les meilleures écoles parce qu'il y a la facilité. Plus tard, vous aurez le travail plus facilement. Donc, travaillez et croyez en vous aussi. Croyez que c'est possible. Je vais te partager une anecdote qui m'a choqué, Béranger. J'ai fait une vidéo, justement, je parlais des TGM de freelance, où je disais qu'en tant que freelance, tu peux gagner 800 euros par jour. J'ai vu en commentaire une personne qui a écrit « Ah, tu dis n'importe quoi, je connais une personne qui gagne 2000 euros par mois avec 5 ans d'expérience. » J'ai fait « Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui gagnent 2000 euros avec 5 ans d'expérience, mais accepte qu'il y a des personnes qui gagnent plus. Qui gagnent plus. Et ça existe. Et si tu veux, déjà que moi je trouve que 800 euros, c'est pas énorme. Déjà, si tu veux, en fait, atteindre un certain niveau, il faut que tu saches que c'est possible et que tu te renseignes auprès des personnes qui ont atteint ce niveau-là. Donc, si tu écoutes la moyenne, tu vas rester moyen. Quand j'étais à l'école, si tu veux être étudiant moyen, tu n'étudies pas, tu lis tes cours au dernier moment, tu fais pas tes exercices, bah, tu auras 10, c'est normal. Mais si tu veux aller plus loin, fais tes travaux tous les jours, étudie, va de l'avant et tu vas y arriver. Donc, mon conseil, restez curieux, apprenez et travaillez parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Ah ben ça c'est super. En tout cas, merci Natacha de t'être prêtée à l'exercice. Merci pour ta disponibilité. On aurait pu faire un podcast, je sais pas, de 2 heures tellement on a des questions. Je pense peut-être qu'on fera un autre épisode si Natacha est d'accord, bien sûr. Ah, il y a pas de souci. Dites-toi en commentaire est-ce que vous voulez un second épisode. Voilà. Et les sujets également que vous voulez nous voir aborder. En tout cas, n'oubliez pas de liker la chaîne et de vous abonner aux chaînes, à la chaîne de Natacha si vous ne la suivez déjà pas. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles discussions intéressantes. À bientôt. Tchuss.